Épisode 49, les technos sont de retour avec une partie de l'équipe comme à chaque fois pour traiter de notre actualité technologique de la semaine. « 42e épisode avec cette semaine en studio un invité, enfin c'est un invité, c'est un chroniqueur maintenant, Xavier qui nous a rejoint pour ce 49e épisode, et puis de l'autre côté on a également Sébastien qui nous a rejoint via Skype pour traiter, je vous le disais, de l'actualité, de notre actualité technologique de la semaine, avec plein de choses au programme, ça on peut déjà le dire, puisqu'il y a eu annonce Microsoft, mais on en parlera d'ici quelques minutes. Avant tout cela, le courrier des lecteurs bien sûr, pas très fourni cette semaine. On a reçu plein de petits messages sympas comme toujours. Vous pouvez continuer évidemment, mais ça n'appelle pas nécessairement chaque fois des réactions de notre part. Merci en tout cas de nous suivre, c'est très gentil. Ici on avait un message de Karine, un message via notre page de contact sur le site lestechno.be qui donc nous félicitait pour notre podcast et nous demandait si on avait fait quelque chose en matière de domotique. Oui, on a fait plusieurs podcasts en matière de domotique, et en particulier par rapport au Smart Home Kit de comment ça s'appelait encore, de Little Bits. De Little Bits. Oui, on a parlé de Little Bits dans ce podcast, dans un hors-série en tout cas. Effectivement. Et ici, on parle d'un kit en fait spécifique avec des objets spécifiques. C'est un kit pour les Little Bits, donc un petit peu comme les Lego, on peut acheter différents modules, différents ensembles. Le kit Smart Home, on en avait je l'avais évoqué, donc c'est effectivement un kit qui permet de s'initier à la domotique. Les gens vont pouvoir, par exemple, brancher leur machine à laver ou leur grille-pain si on rentre dans une pièce ou ce genre de choses. C'est facile à faire, on va avoir une petite alerte. Donc moi je conseille, à ceux qui s'intéressent à la domotique, c'est un moyen simple d'y accéder, mais c'est certainement pas un outil à utiliser de manière durable. Donc si on veut faire un test d'une fonctionnalité, on peut très bien le faire avec les Little Bits et puis acheter les composants nécessaires et essayer d'autres choses après avec son kit. Sinon, c'est un peu cher. Ouais. C'est un petit peu comme si on se fabriquait, je sais pas, une vraie grue avec des Lego, par exemple. C'est pas fait pour. Voilà, on peut le faire, mais c'est pas. Voilà. C'est bien pour valider la fonctionnalité. Voilà, c'est ça. Mais pas après pas sur la durée. Donc, pour tester, pourquoi pas. N'hésitez pas. C'est fait pour, en fait. C'est vraiment. Si vous voulez inventer ou valider une fonctionnalité, c'est génial. Parfait, ben voilà, on a répondu à cette question-là. Si vous aussi, de votre côté, vous avez des questions, n'hésitez pas un seul instant à nous les poser. On essaiera d'y répondre, soit directement sur la plateforme sur laquelle vous nous parlez, c'est-à-dire YouTube, notre site, informaticien.be, Facebook ou autre, soit par le biais du podcast si la réponse peut concerner un plus grand nombre de personnes. On attaque tout de suite avec la lettre A. A comme Apple. Pourquoi ils m'ont mis 4 A sur la liste? A comme Apple, Sébastien. Oui, pour être avant Adblock. Oui, c'est ça. parce que sinon, ça ne marchait pas, en fait. Voilà, comme ça, on n'est pas ordre alphabétique. Voilà, exactement. Alors, c'était court cette semaine sur Apple. J'ai pas vu beaucoup de news, j'en ai peut-être loupé beaucoup. Mais pour la Belgique, c'est important, demain. Aujourd'hui, ça dépend, ou hier. Oui, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, en fait. Voilà. Pour ce vendredi, on va dire, c'est ça Ce vendredi, 9 octobre. Voilà, on commence bien. Eh bien, ça y est, c'est disponible en Belgique, l'iPhone 6S Plus et compagnie. Donc, vous avez très peu de chances de pouvoir en choper un, donc ça, c'est clair. Tout ce qui était réservation, c'est cuit. Il reste plus que le 6S 16 Go Space Gray, apparemment, et tout le reste est parti. D'accord. Si vous voulez espérer en avoir un, il faut aller dans les boutiques. Enfin, pas les boutiques, excusez-moi. La boutique. La belle boutique. S'ils en ont, est-ce qu'ils en ont il faut voir. À mon avis, là, on va de nouveau avoir un mini buzz à la mode Apple entre le stock qui sera à la boutique Apple, à l'Apple Store de Bruxelles, versus ce qu'il y aura chez les revendeurs agréés existants depuis de longues années à Bruxelles et ailleurs en Belgique. Auront-ils le même type de stock ou pas? Ça reste à voir, ça, effectivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes petits amis. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce qu'ont comme stock les gros retailers classiques, ni les opérateurs, parce qu'on a des opérateurs qui sont classiquement
mince, j'allais dire, voilà, ami de Apple sur les lancements, partenaire. Voilà, mais donc certains commerçants ont l'air de dire qu'ils ont un petit peu de stock, mais pas non plus des milliers de téléphones, donc ça risque d'être assez vite le bordel. Moi j'avais aussi une info concernant Apple, parce que je vois que tu ne l'as pas mise, mais c'est vraiment une fuite, enfin c'est une fuite, c'est un bruit de couloir, non c'est plus qu'un bruit de couloir, parce que c'est quand même, on a trouvé des traces dans du code Apple de la dernière version d'OS X, des mentions faisant référence à une Apple Mouse 2, à un Magic Trackpad 2 et un Keyboard 2. Donc voilà. Donc on s'attend à ce que il y ait du Force Touch bientôt sur la souris peut-être, sur le trackpad peut-être aussi, ou sûrement sur le clavier, là on ne sait pas trop. Ce serait intéressant d'avoir un clavier à retour de force. Xavier, qu'est-ce que tu en penses? Même, tant qu'on est dans les annonces Apple, moi j'ai vu passer un brevet. Donc apparemment Apple aurait déposé un brevet pour une bague connectée. D'accord. Donc on était dans les mondes. Oui, enfin ça c'est un truc qui circule depuis un moment et qui est plus de l'ordre du fake à mon avis que de... Apparemment il y a il y a un brevet déposé. Mais... sur le clavier, oui. Oui, non, de réaction. D'ailleurs, si tu veux des bagues connectées, ça existe. Hein. Il y a plein de trucs, si vous allez vous promener sur l'île extrême et des trucs comme ça en Chine, il y a des bagues connectées. Hein. Il y a plein de trucs qui existent, mais honnêtement, bon voilà. Mais qu'est-ce qu'elles font les bagues? On parle de la bague pour le doigt. Hein. Oui. Oui, non, tout à fait, des bagues pour le doigt, tout à fait, et qui te permettent de déclencher des actions. D'accord, donc, déclencher des actions, ou avec un vibreur éventuellement, non, ce serait quand même très compliqué ça. Pour le doigt. Oui, pour le doigt. Avec des vibreurs pour le doigt, non, comme tu précises, j'en ai pas vu, mais je sais que déclencher des actions, il y a des dizaines et des dizaines de bagues différentes. J'ai pas encore très bien compris l'intérêt. Je ne vois pas. Mais apparemment, il disait par exemple pour augmenter la reconnaissance de l'écriture et des choses comme ça. Je n'en sais pas plus, j'ai pas vraiment creusé. Ouais, bon, là, on est parti dans la science-fiction. Par contre, tu sais que pour les souris à retour de force, je voudrais pas faire mon vieux geek. J'ai de la vieille, mais Logitech avait sorti ça 2000-2001. Hein. Oui, enfin, quand je dis retour de force, ici, on parle bien du Force Touch, qui est cette nouvelle notion qu'ils ont intégrée dans les MacBooks, où on pousse plus fort. Quand on pousse plus fort, il y a une action aussi. Quand on pousse plus fort, on est plus rouge. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée est celle-là aussi. Le retour de force dont toi tu parles, c'était plus les petits moteurs à l'intérieur, les petits vibreurs, comme il y avait par exemple dans les manettes de jeu aussi. Microsoft avait une super manette de jeu avec retour de force c'était impressionnant, hein, parce que quand on faisait Flight Simulation, on sentait le vent dans le manche à balai, quoi. C'était assez... voilà. Les vieux cons, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Oui, même Flight Simulator, c'est fini. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis. Voilà, tout fout le camp. A comme Adblock. On continue notre alphabet tout de même. Adblock, il se passe des choses de ce côté-là. Xavier, Adblock ne bloquera pas toutes les pubs. Ça dépendra. Il y a de bonnes et de moins bonnes pubs, manifestement. Voilà, donc en gros, juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Adblock Plus ou Adblock ici. C'est une extension qui est disponible pour différents browsers, donc Chrome, Firefox, Safari, et qui permet de bloquer des publicités sur la majorité des sites. Alors c'est un peu un comble. Il y a l'annonce qui a été faite du rachat d'Adblock via un pop-up pour annoncer que cette extension avait été rachetée, et ça pose un petit peu des questions parce qu'en fait le rachat s'est fait de manière anonyme, donc la personne n'a pas voulu donner son nom, mais il y a déjà plusieurs pubs qui pourront passer puisque l'extension va rejoindre le programme de publicité acceptable, ce qui sous-entend que certaines pubs pourront être acceptées pour autant qu'elles aient passé un test préalable et que les éditeurs de la publicité aient payé des frais de dossier qui pourraient atteindre 30% des revenus de la pub. Et donc on commence vraiment à douter de l'efficacité de ce genre d'outils. On avait déjà un doute. En fait, ils font qu'une seule chose, c'est officialiser quelque chose qu'on suspectait déjà depuis un moment, c'est qu'effectivement il y avait certaines pubs qui passaient et une espèce de raquette entre guillemets organisée autour de la publicité auprès des annonceurs, un petit peu cavalier. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. J'en pense qu'il y a de toute façon Adblock Plus qui ne fait pas partie de Adblock. Il y a moyen en tout cas de s'en sortir encore avec d'autres trucs. Adblock Plus a déjà signé, je crois, ce truc de pub acceptable. Hein.
Donc, d'après ce que j'ai vu. Donc à suivre, comme on a l'habitude. Solutions. Ouais, si vous voulez vraiment bloquer la publicité, oui, il reste des solutions. N'oubliez pas que beaucoup de sites, alors il y en a qui abusent, hein, je suis tout à fait d'accord, mais énormément de sites vivent de la publicité, où on peut en tout cas permettre d'être juste à la limite des particuliers qui font des blogs, etc., et qui, pour payer les frais de serveur, font un petit peu de publicité. Pensez aussi à eux. Donc voilà. C'est assez difficile d'en vivre de la pub. Il y a des blogs très connus, des trucs de Jackie et tout le bazar. Tu vois bien qu'ils ont du mal à vivre de la publicité en France. Donc voilà. Donc voilà. Mais même en Belgique, hein, c'est quand même difficile de vivre de la pub. Vivre, oui, mais je veux dire payer ou en tout cas amortir des frais de serveur, des choses du genre. Pour ça que j'en parle, hein, c'est juste qu'il y en a quelques-uns qui comptent un petit peu pour cette petite monnaie entre guillemets et qui payent le prix fort de ce genre de trucs. Il y a un principe qui est louable, qui disent qu'ils vont bloquer les pubs qui ne sont pas trop invasives, qui n'empêchent pas la bonne lecture du site et ce genre de choses. Oui, parce que ça, c'est une vraie affection. Étant donné les frais de dossier, on peut se poser la question. On peut se poser aussi la question, effectivement. Oui, Seb. Et tant qu'on parle de la pub, je vais faire juste une petite discussion, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas un système qui, comme le Minitel à l'époque, était un très bon système en France pour accéder à du contenu et que tu payais pour y accéder. Enfin, on pourrait rigoler toute la soirée sur le Minitel, mais moi je suis prêt à payer un certain prix par mois pour ne pas avoir de pub sur tous les sites sur lesquels je vais et que ce soit rétribué aux sites auxquels je vais. C'est le modèle que veut appliquer Google sur YouTube. Est-ce que tu nous expliques là il lance la perche à la Sabam là, ou un truc comme ça. Aussi, oui. Effectivement. Donc voilà. Adblock à suivre. Et chez Amazon, pas de Adblock, mais par contre, ils ont tendance à bloquer certains produits. Par contre, quand ça ne les arrange pas, ils bloquent certains produits. Donc ils sont prêts à ne pas faire commerce de certains produits pour privilégier le leur, j'imagine, Sébastien. Oui, alors c'est une décision et des mails et des annonces qui risquent de faire sensation dans les prochaines semaines. Et c'est voilà, pour moi c'est un petit peu un coup de tonnerre de la part d'Amazon qui vend tout, hein, allant de la bière en Allemagne jusqu'à ce que tu veux, tes fringues, alors qu'à la base ils vendaient quand même des livres. Ouais. Disons qu'ils sortent, ils ont décidé de sortir plusieurs produits, dont l'Apple TV, les Chromecast et les Nexus Player. On voit à l'écran, si vous nous suivez en vidéo, parce que voilà, c'est la fin de les ventes de ces produits sur Amazon à partir du 29 octobre. Pourquoi ? Parce que Amazon a décrété que ces produits n'étaient pas compatibles avec Prime Video et donc c'était compliqué pour le consommateur de s'y retrouver quand il était sur le site d'Amazon, d'acheter des produits qui ne seraient pas compatibles avec le service qu'ils proposaient. Donc ils vont laisser tourner et vendre des trucs comme Roku, Xbox, les PlayStation, les Fire TV évidemment qui sont mais ce qui n'est pas compatible. Ils auraient pu faire une petite, ils pouvaient faire un petit visuel à la rigueur à côté des produits en disant ben voilà, c'est pas compatible. Cette bonne guerre. Compatible ou pas compatible avec notre système, mais les retirer de la vente, c'est quand même fort, quoi. C'est un peu violent. Alors ils ont envoyé un mail à ceux qui vendent sur la plateforme, parce qu'Amazon c'est d'abord de base leur plateforme logistique, leur vente, leurs produits, etc. Enfin, les produits qui distribuent, mais c'est aussi surtout un marketplace, donc ça c'est des centaines de commerçants qui n'ont au final rien à voir avec Amazon, qui profitent du lieu et donc ils ont tous reçu un email disant tous les produits, ces produits-là vont disparaître du catalogue à partir du 29 octobre et vous n'avez plus le droit à partir de maintenant de créer des nouveaux listings vendant ces produits. Donc ça a l'air d'être plutôt officiel, on verra à la fin du mois comment ça se passe. En effet, affaire à suivre une fois de plus du côté d'Amazon. J'ai une petite toutou, j'ai avalé un chat, excusez-moi. Voilà. On passe à la lettre B. Oui, c'est ça. Alors, on passe à la lettre B, B comme Bitcoin. On reparle des Bitcoins. Seb. Oui. Oui, vas-y. Non, je t'en prie. Oui. On en avait parlé très longuement. Je pense que c'est un des premiers sujets qu'on avait fait dans des podcasts d'il y a plusieurs générations. 4 ans. Voilà quoi. Et à l'époque, je pense que tout le monde autour d'un table nous avait regardé avec des grands yeux. Mais c'est qui ces malades ? Mais je pense que tout le monde s'est un petit peu cassé les dents sur le sujet à l'époque. Il faut être honnête. On avait essayé de l'aborder de manière, pragmatique et essayer d'être didactique. Mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu
compliqué déjà pour les gens de comprendre ce qu'était un bitcoin, quoi. Mais voilà, je te laisse continuer. Je suis sûr que grands-parents et parents n'ont toujours pas compris ce que c'est un bitcoin. Mais maintenant, on en parle quand même pas mal. Et à tel point que les US Marshals, alors ils ont fait une saisie d'une série de bitcoins l'année passée. Et ces mecs vont les vendre à partir du 5 novembre en ligne. Donc ils ont fait la saisie et ils vont revendre les bitcoins. Alors je trouve ça assez drôle quand même que donc un truc gouvernemental américain vende une monnaie qui n'a pas de pays, hein, parce que le bitcoin est totalement électronique, ça ne dépend pas d'un seul pays, d'une seule puissance, de quoi que ce soit. Donc les Américains vont en vendre, et alors c'est 44 341 bitcoins pour une valeur estimé à plus de 10 millions de dollars. C'est quand même pas ridicule. Je pense que pour 10 millions de dollars, c'est vrai que ça valait la peine de se faire un peu mal et de vendre des bitcoins. C'est ça, quoi. C'est original en tout cas. C'est assez inattendu, Xavier. C'est pas la première fois en fait. Le FBI a déjà revendu des bitcoins qui avaient été confisqués à Silk Road, donc un magasin en ligne, marché noir un petit peu en ligne. C'est pas la première fois. Ouais. Ah ben voilà. Ça vient de là. Même origine, donc encore une affaire qui va suivre son cours, hein, comme on a l'habitude de dire. On peut passer à la lettre D. On va accélérer un tout petit peu. Lettre D comme drone, parce que il fallait légiférer à un moment donné sur cette histoire de drone, de pilotage de drone. Est-ce que c'est considéré comme un avion léger, motorisé? Est-ce que c'est considéré comme un jouet? On sait par exemple que l'aéromodélisme ne peut se pratiquer qu'au-dessus de champs privés ou avec licence, etc. Ouais. Et donc là, maintenant, il va y avoir, en tout cas en Belgique, soyons précis, un permis de voler. Oui, donc c'est un sujet qui m'intéresse, donc voilà. Je me suis un petit peu renseigné, il y a un arrêté qui a été fait, et donc le projet de loi devrait être validé d'ici 3 mois. Les drones, mais pas tous, donc ceux qui font plus d'1 kilo et moins de 150 kilos seront concernés par cet arrêté, et en gros, les gens devront posséder un permis qui sera réservé aux plus de 18 ans, qui auront dû passer un examen théorique et voler avec un instructeur de vol pendant au moins 6 vols pendant 2 heures sur une période de 24 mois. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Il faudra, si on fait une pratique professionnelle du pilotage de drone, il faudra une responsabilité civile. Il y a une dispense si on vole en intérieur. Il y a une dispense pour les forces de l'ordre, les pompiers, l'armée, la douane, etc. Et pour les drones de moins d'1 kilo, s'ils volent en dessous de 10 mètres, d'une altitude de 10 mètres, et hors un espace public, donc si on veut voler dans son jardin, on peut. Il faut aussi respecter une distance de 3 km par rapport aux aéroports, et évidemment respecter la vie privée. Il y aura une immatriculation des drones, il faudra disposer d'un fail-safe, c'est-à-dire que en cas de panne, s'il y a une coupure avec la télécommande, il faut que le drone réagisse correctement, qu'il aille se poser, et on doit avoir la possibilité de localiser son drone et avoir des feux de navigation comme tout objet aérien. Et ben voilà, ça va compliquer sans doute un petit peu les choses, mais ça a l'avantage en tout cas d'éclaircir le cadre, parce qu'on l'avait dit, c'est un petit peu, ce serait dommage de l'interdire carrément. Ici, il va falloir, j'imagine que ça va créer du business aussi, parce qu'il y a des gens qui vont se faire formateurs de drones. Hein, c'est des, j'allais dire des auto-écoles, non, des drone-écoles, par exemple. Qui seront réglementées aussi. Qui seront sans doute réglementées aussi. Donc voilà, c'est tout un écosystème qui est en train de naître autour du drone, qui devient un objet de consommation tel qu'une mobilette. Voilà, mais donc les drones qu'on achète dans un petit magasin de jeux, il y aura une législation, ils pourront voler pour autant que ce ne soit pas dans un espace public. N'empêche qu'un drone de 149 kg, puisque tu parlais des drones à part jusqu'à 150 kg, un drone de 149 kg 900 grammes, c'est quand même déjà une belle bête. C'est déjà une belle bête. Voilà, 1 kilo, c'est un peu limité, puisque quand on commence à embarquer la batterie, une caméra, etc. C'est le poids de la caméra qui va faire la différence. On peut vite y être, mais c'est déjà raisonnable. Ok. Je ne sais pas si Sébastien a un truc à rajouter là-dessus.
Non, 149 kilos, c'est avec ou sans l'homme avec? Non, alors ça c'est important, il est précisé que ça doit être les drones, donc la législation ici c'est pour les aéronefs non habités télépilotés, donc ce qu'on appelle les RPA. Donc c'est ce qu'ils disent, donc c'est Remotely Piloted Aircraft. Mais peuvent être équipés d'une arme à feu. N'allez pas faire des trucs pareils, non, oubliez ce que je viens de dire, je ne voudrais pas être responsable de quoi que ce soit. On passe à la suite, si vous voulez bien, avec la lettre F. F comme... Oh, tiens, il fallait un chapitre Flash, une fois de plus, Sébastien. La semaine dernière, il a tellement pris son pied avec le Flash que... Oui, j'ai voulu suivre. Voilà, il a voulu suivre, donc suite. J'ai voulu suivre. Alors, d'abord, pour les fans, à savoir que saison 2 de Flash vient de commencer, donc voilà. Non, sérieux, de temps en temps, il faut bien regarder quelque chose à la télévision. Hein. Non. Et alors, pour Flash, on était tous en train de pleurer. Oh, Flash, c'est fini. Non, on pleurait pas. Bon. Non. Je vous rassure, il y a des possibilités d'avoir du Flash sans Flash. Alors j'ai trouvé deux projets qui sont pas si récents que ça en fait. Il y en a un de Mozilla. Alors je sais pas si tu as vu quand tu utilises Firefox, en tout cas quand tu prends un PDF, il t'ouvre plus Acrobat. Tu as le PDF dans Firefox. Ouais. Ça fait déjà un certain temps. Ouais. Ils travaillent sur la même chose pour Flash. Ça s'appelle Shumway. Ça a déjà ils ont déjà quelque chose qui tourne qui fait au moins tout ce qui est ActionScript 1, 2, 3. Donc il y a déjà moyen de faire quelques trucs. Il y a quelques démos. Et ils font tourner quelques jeux déjà en HTML5. Alors pour être totalement complet, c'est carrément une machine virtuelle qu'ils ont fait pour faire tourner du Flash, mais en JavaScript et en HTML5. D'accord. Donc t'as rien besoin d'autre que ton navigateur. Et ça passe du Flash. Donc le Flash peut encore avoir une seconde vie, un second souffle, voilà. À un certain degré, on va dire. À un certain degré, parce que c'est pas compatible avec tout, que Flash a des droits que JavaScript n'a pas. Et de mémoire, en tout cas à l'époque, quand Adobe avait publié toutes les spécifications de Flash, il t'interdisait en tout cas de l'utiliser pour faire du rendering de Flash. Eux se réservaient le droit de ça, mais toi tu pouvais juste le faire, lire les specs pour en générer. Bon, je pense que maintenant ils sont un peu plus souples vu qu'ils ont quelques problèmes là-dessus. D'ailleurs, c'est pas le seul. Il y en a un deuxième projet de la part de Google. Et lui, ça, c'est un truc qui date de 2011. Et c'était un gars, Peter Senster, qui s'était amusé à créer un projet alors évidemment, parce que Flash est fortement utilisé là-dedans, pour pouvoir balancer la pub en HTML5, au device qui n'avait pas de flash. D'accord. Et donc pour pouvoir te taper ta petite vidéo avec le son qui fait chier sur ton téléphone. Oui. Et évidemment le mec s'est fait remarquer et embauché par Google. Et donc d'où la solution de leur ad server de transformer le flash en HTML5 sans doute. Voilà, et c'est Google Swift. Ouais, voilà. Mais voilà, c'était le chapitre Flash de la semaine. On parlait de Google, tiens, on passe à la lettre G, G comme Google Xavier, pour parler d'Android 6, Marshmallow. Voilà, c'est la sortie annoncée de Google 6, donc codename Marshmallow, qui est disponible maintenant au téléchargement pour les Nexus 5, 6, 7 et 9. Les mises à jour over the air devraient arriver pour la fin de la semaine prochaine. Il n'y a rien de très très innovant, si ce n'est on a parlé d'une nouvelle gestion des applications qui serait en veille, donc plutôt inactive, et qui augmenterait jusqu'à 30% l'autonomie, donc ça c'est un bon point. L'annonce du système de paiement Android Pay et un nouveau système de gestion du contrôle du volume et l'installation native d'une messagerie vocale visuelle. Donc je ne sais pas si tu l'as montré sur le slideshow, mais donc voilà, un aspect visuel de la gestion de sa messagerie, on va pouvoir avancer par exemple dans le texte, etc. Donc là aussi, affaire à suivre. Évidemment, ça va prendre du temps avant le déploiement général. Je ne sais pas si, par exemple, je sais que c'est utilisateur Samsung. Je ne sais pas si c'est prévu assez rapidement cette mise à jour sur le Galaxy. C'est prévu, mais souvent tu dois attendre. La surcouche. Étrangement, la sortie. Du prochain téléphone Samsung pour qu'ils te sortent la mise à jour de celui-là. Ouais. Donc, parce que le prochain l'aura en priorité. Donc, ils jouent un mauvais jeu là-dessus. C'est pas les seuls, hein. Ceci dit, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu, c'est un petit peu opportuniste, c'est qu'ils ont
se servent en quelque sorte de cette segmentation d'Android pour finalement vendre des appareils. En gros, je schématise très fort, mais c'est ça. C'est de dire, ah tiens, une nouvelle version, attendons, hein, on va pas non plus se précipiter pour faire une mise à jour. HTC nous avait fait le coup, Samsung est en train de nous faire le coup. On va voir comment ça va se passer avec les Nexus, par exemple. J'imagine que les Nexus seront livrés d'origine avec la version 6. On a des précisions là-dessus. En tout cas, la gamme Nexus est la première à recevoir toujours les mises à jour d'Android. Moi, je me rappelle, j'avais acheté à l'époque un GSM Sony, qui était vraiment le porte-drapeau de la marque. Une pièce de collection maintenant. Qui était annoncé comme supportant la version qui allait arriver et qui a mis 1 an et demi, voire 2 ans à être installé. Donc c'était un petit peu... c'est un peu laid. Un peu laid, effectivement. Seb. Oui, il y a une autre fonctionnalité qui est quand même extrêmement importante sur Marshmallow, c'est la gestion des mises à jour et des droits sur les mises à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu installes une application, il te demande tout ce à quoi tu lui donnes accès, et tu lui donnes un blanc-seing sur 40 ou 50 droits différents en allant de ton Wi-Fi, l'accès à tes contacts, etc., sans savoir parfois pourquoi l'application en a besoin. Alors ça, c'est un problème. Et l'autre qui était lié à ça, c'est que si tu voulais rajouter un droit, l'application n'était plus à jour. C'est-à-dire que tant que tu n'allais pas toi-même dans le Play Store pour dire tiens, update, ton truc se mettait plus à jour automatiquement. Donc là, du coup, la majorité des gens qui ne sont pas geeks comme nous ne s'amusent pas à aller chercher la mise à jour 1 fois ou 2 par semaine. Donc ça restait pas à jour. Ça pose un problème. Et donc maintenant, ils ont totalement changé ça. Et les mises à jour se font toutes d'office. Sauf que si une application qui n'utilisait pas l'appareil photo maintenant le demande, c'est au moment où tu vas utiliser l'application dans la fonction d'appareil photo dans cette application qui va te dire est-ce que tu lui donnes l'accès à ces fonctionnalités. Et donc ça, c'est vraiment c'est déjà un petit peu le cas, il me semble, avec la version la plus commune pour l'instant, c'est 5.1. Allez. La façon de redemander les droits après une mise à jour sur une fonctionnalité particulière, ou alors c'est parce que moi je suis un fainéant et que je ne l'ai pas validé au départ et qu'il me le redemande à chaque coup. Seb a bien soulevé la différence là, je crois. Il y a une différence entre la validation quand tu fais une mise à jour ou quand tu installes, et Seb parle là d'un avertissement quand la fonctionnalité est effectivement utilisée. D'accord, ok. Bon. Tout le monde est à jour. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose et un très bon coup. Donc c'est une belle évolution donc du côté d'Android. Après, on jugera sur pièce quand on aura... Honnêtement, si on prend un peu de recul, il y a un autre système qui le fait depuis toujours. Lequel donc? Est-ce que ça t'embêterait de le dire? Non, iOS, il faut le dire. En avance sur cette fonctionnalité. Ils te font la mise à jour, et c'est au moment où tu lances l'appareil photo qui dit tu veux bien lui donner l'autorisation. C'est ça. Donc ils ont toujours été un peu plus efficaces là-dessus. C'était plus malin dès le départ en fait. Bon, il faut le reconnaître. On n'est pas toujours narquois. On reste chez Google justement, Seb, pour parler de la Russie. La Russie exige beaucoup de choses en ce moment. Voilà. À tout niveau. Ici, c'est par rapport à Android. Alors, ils font la guerre, donc, à Google, ça c'est clair. Et c'est pour une bêtise, non, mais ils ont demandé à Google d'accepter de modifier ces policies qui impose à tous les constructeurs de ne pas mettre d'icônes sur la Home. Donc ils peuvent installer des applications. Vous pouvez avoir les 50 applications de Samsung ou de Proximus ou de que sais-je sur votre téléphone, mais il n'est pas question de mettre une seule application sur la Home qui n'est pas une application officielle. D'accord. Officielle donc de Google. Et donc maintenant la Russie trouve que c'est un petit peu contraire à la concurrence et demande à Google avec une grande insistance d'accepter qu'on puisse installer simplement ces applications sur la Home, de les préinstaller. Je trouve pas ça fondamentalement une mauvaise idée. Il n'y a pas de raison, c'est les téléphones que les gars construisent.
c'est pas anormal qu'ils installent leurs applications. Je trouve ça, bon, on risque d'avoir des débordements, mais je trouve ça pas anormal. Ça a besoin d'être un peu encadré, mais c'est plutôt, oui, c'est une demande relativement légitime. Ouais. Moi, ça me semble assez légitime. En tout cas, ils ont un certain moyen de pression, parce que les Russes, ça déconne pas non plus. Si Google ne le fait pas, ils demanderont 15% des revenus qu'ils ont eu en Russie de 2014 à passer à la caisse. Ok, c'est noté. Voilà. Donc pour 15%, je pense qu'ils vont peut-être être un peu plus laxistes en Russie. Ouais, ils vont peut-être lever un peu le pied sur ce coup-là. On reste, Seb, avec toi pour parler toujours de Google. Mattel bosse avec Google pour de la réalité virtuelle, mais pour les enfants. Ouais, génial. Alors, vous avez déjà tous vu, hein, bon, on avait les Google Glass, et puis pour ceux qui n'avaient pas les 1500 boules pour acheter les Google Glass, on n'en a pas, c'est les trucs en carton. Oui, bien sûr. Carton. Les trucs de Google, d'ailleurs. C'est ça, de Google, qui coûte rien quoi. Ouais. $1 peut-être ou $2, et qui te fait des casques de réalité virtuelle. Dans lequel on glisse le smartphone. Dans lequel on glisse le smartphone. Un peu le même principe que ce que Samsung a fait sur son casque, où tu glisses ton lentille Samsung pour faire. Ouais. Eh bien, ça a inspiré un fabricant de jouets, Mattel, dont je ne sais pas si tu te souviens, quand tu étais tout petit, tu avais ces lunettes sur lesquelles tu mettais un disque et tu faisais tourner. Ça s'appelait le Viewmaster. C'est exactement à ça que je pensais quand j'ai vu le visuel. Le fameux Viewmaster, et qui permettait, non seulement tu avais des visuels, mais en plus de ça, tu les avais en 2D, en 3D, puisqu'il y avait un décalage entre il y avait 2 visuels en fait qu'on regardait, un pour chaque œil, et ça créait des reliefs. Moi, je me rappelle de tous les Disney, j'avais tous les Disney, les photos de Walt Disney par exemple. C'était magnifique. Ça me rappelle plein de bons souvenirs. Ça me tire une larme. Voilà. Donc, c'est avec plaisir que je t'offre ce moment de souvenir. Et donc quoi, ils ressortent le Viewmaster, c'est ça? Ils ressortent le Viewmaster. Alors ça se vend pour le moment dans des Walmart et Toys R Us, donc uniquement aux États-Unis. Ça vaut 30 balles. Et ils ressortent le Viewmaster en plastique, dans lequel tu fous ton smartphone et tu as la même chose qu'à l'époque, donc avec la petite application et tout. Donc, voilà, technologiquement c'est rien parce que c'est juste un bout de plastique. Bien sûr. Mais il y a l'application de Mattel qui a travaillé derrière avec Google. Et alors, il y a un test d'un mec qui ont utilisé ça pour aller montrer à des enfants comment ils réagissaient. Ils sont toujours autant émerveillés que nous à l'époque. Ouais, parce qu'il y avait sur chaque disque, je sais plus, il y avait peut-être une douzaine d'images ou quelque chose comme ça. Hein. C'était rigolo comme tout, et on cherchait la lumière. Hein. Il fallait de la lumière pour. Là, il y a le seul problème, c'est que tu dois mettre un smartphone dedans. Donc, si ton gamin le laisse tomber, tu vas pleurer un peu. C'est ça. Ça va être un peu différent, effectivement. Mais sinon, ça coûte 30 balles, $30. C'est pas cher du tout, c'est rigolo. Ça va amuser les gamins, ça c'est sûr. Faut voir si l'application est bien faite aussi. Hein, on imagine qu'elle le sera. On peut regarder si on peut l'importer. Voilà, on testera. La lettre M. Comme Microsoft ou malware, l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Arrêtez, il n'y a pas de troll, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais Microsoft a fait une grosse conférence de presse cette semaine sur laquelle on va revenir, même si on n'a pas eu l'occasion de la suivre en direct parce qu'elle était diffusée en direct. Mais plein de monde l'a commenté, donc nous on va commenter les commentaires. En gros, c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc j'ai pas suivi la conférence. Je vais juste parler de 2-3 points que j'ai trouvé intéressants dans ce que j'ai pu relire. Donc la conférence avait lieu mardi à New York et Microsoft y a annoncé principalement différents éléments, donc les nouveaux smartphones Lumia qui vont tourner sous Windows 10. Alors point de vue nouveauté pour ces smartphones-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'intégration de la reconnaissance faciale, mais surtout il y a une technologie Continuum qui permet d'utiliser son smartphone comme un réel PC, donc on va pouvoir brancher via un petit accessoire livré son smartphone à un écran, un clavier, une souris, comme l'a fait d'ailleurs le projet Ubuntu Edge qui avait levé des millions, enfin potentiellement levé des millions sur Kickstarter ou Indiegogo, je ne sais plus. Alors ils ont annoncé aussi un nouveau portable, le premier de la marque. Donc Microsoft va sortir son propre portable qui est conçu pour être vraiment le MacBook killer. Ils annoncent des performances qui
qui serait 2 fois plus rapide que le MacBook actuel, avec un écran détachable, donc pour se transformer en une tablette. Alors, le Surface Book, c'est ça? Oui, le Surface Book, et le prix annoncé serait aux alentours de $1 500, c'est 1499. Moi j'ai vu un tableau comparatif où il était mis les autres ordinateurs de la gamme, mais aussi ceux de la gamme Apple, et très, très honnêtement, ça a l'air d'être une très très bonne machine, sur le papier en tout cas, avec des caractéristiques tout à fait honorables. Ouais. Alors, dernier point qui a levé un petit peu mon attention, c'est la deuxième version de la Band, qui est la smartwatch de Microsoft, qui est beaucoup plus fine. Le design est beaucoup plus joli, effectivement, et il parle d'une autonomie de 48 heures en une seule charge, donc ça évolue. Elle sera autonome, elle embarque un système de géolocalisation également, et donc ceux qui veulent aller courir et profiter des applications que les smartwatches offrent pourront le faire sans leur smartphone. Elle ne sera par contre disponible que dans les pays anglo-saxons au départ, à la fin du mois, et pour un prix de $249. Pas très cher, ceci dit. Voilà. Ça, c'était les 3 annonces principales. Sébastien, je pense que tu as un petit peu suivi l'actualité. Surface 4 aussi. La Surface 4, mais là, c'était moins... Voilà, là c'est un peu affiné apparemment. Elle est c'est plus joli. Plus joli, mais c'est juste une évolution, pas vraiment une révolution. J'ai également, via Twitter, partagé un article dans le courant de la semaine qui disait un peu ce qu'on dit ici, ce que c'est, commencer à dire un peu avant tout le monde d'ailleurs, est-ce que maintenant Microsoft devient cool? Sébastien, tu vas tordre le clou à mon avis à force de taper dessus. Mais là, effectivement, on est en face de différents produits. Alors bon, le Lumia, je suis pas totalement convaincu par ce produit et par le Windows Phone de manière générale. Ils ont quand même raté un peu pour moi le coche de le rentrer sur ce marché qui est difficile, mais face à des dinosaures comme Google et Apple, c'est compliqué quand même. Par contre, ce portable à écran détachable et ce Band qui était pour la première version un gros échec de l'année dernière, si on se rappelle bien, je trouve ça plutôt pas mal, Seb. Alors attention, moi je suis comme toi, je suis pas un grand fan des Lumia. Bon voilà, c'est une question de goût et de personne, parce que ces téléphones, j'en ai vu en main, ils sont très bons, mais ça ne m'attire pas. Comme ça ne m'attire pas un iPhone non plus pour d'autres raisons. Mais effectivement, ton article sur est-ce qu'ils sont cool, oui, je pense que ça fait un certain temps depuis qu'ils ont viré Steve Ballmer, parce que il avait fait son temps, Steve Ballmer, et il a fait d'énormes conneries aussi, il faut le reconnaître. Oui, et leur nouveau CEO indien, il est excellent, faut l'avouer, et il attire pas mal de sympathie à la marque en s'ouvrant nettement plus que ce qu'il ne faisait avant. Au monde Linux, entre autres, on en avait parlé ici. Oui, ils s'ouvrent à Android, ils s'ouvrent à iOS. Ils ont été, c'est la première fois où ils ont été dans une conférence Apple où ils ont présenté Office sur iPad. Donc ils arrivent un petit peu à s'imposer partout. Donc ils redeviennent cool. Ça, c'est un peu un cycle en général sur toutes les grosses boîtes. Apple a eu le même problème. Apple était cool, Apple était plus cool, Apple est de nouveau très cool. Peut-être que dans 2 ans Apple est has-been et ils reviendront dans 10 ans avec de super produits. Ça, je pense que c'est un cycle normal. Mais clairement, ils ont leur probable moment de gloire à nouveau, Microsoft. Ce que je voulais dire sur le Lumia, parce que tu l'enterrais un peu vite, c'est qu'ils ont toute une série d'outils pour le moment ils sont en train d'essayer de séduire les développeurs. Alors c'est encore totalement alpha, mais pour ceux qui utilisent des outils de développement dont j'ai déjà parlé, que j'apprécie, il y a moyen d'utiliser les applications qui ont été développées pour Android sur le Lumia. Ah oui. Pour ces développeurs sans peu de modifications. Et alors c'est encore un peu en test, pour le moment c'est pas encore totalement stable, mais c'est une émulation ou c'est vraiment une compréhension du code? Je t'avoue que j'ai vu ça il y a peu de temps, j'ai pas encore pu l'essayer. À mon avis, ils ont fait une petite machine virtuelle, mais je ne suis pas certain du tout de ce qu'ils ont fait. Et ça avait l'air prometteur d'après les dires de la firme qui produit ce compilateur, donc c'est les App Method et compagnie.
Et donc, si tu vois toutes les applications débarquer, parce que c'est ce qui manque un peu à la marque sur son Lumia, il manque t'as pas de développeurs qui ont poussé toutes leurs apps. Si toutes les apps Android peuvent débarquer, bah, finalement, pourquoi pas, hein, la plupart des gens peuvent s'en sortir là-dessus. Oui, parce qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. J'ai pas dit que c'était un mauvais appareil. Le Lumia, c'est le 935, je ne sais plus la référence. En fait, il y a deux versions. Il y a un low cost et deux qui sont destinés plutôt au marché du professionnel. Oui. Donc il y a le 550 qui est le low cost du grand public, et il y a le 650 et le 650 XL qui s'adressent plutôt aux professionnels. D'accord, ok. Enfin, voilà, ça rentre dans la gamme. Ce sont de bons appareils. Moi, j'en ai vu fonctionner très bien. Je serais même tenté d'y passer un jour ou l'autre, mais pourvu qu'il y ait des applications qui tiennent la route et qui soient, qu'il y ait un véritable intérêt de passer le cap, hein, parce que sinon autant rester sur ce qu'on connaît, ce qui fonctionne, en gros. Mais d'ailleurs, pour essayer de convaincre les personnes qui sont vraiment Android, la marque, j'ai vu un article passé là-dessus, envisage de faire un dual boot, enfin une préinstallation d'Android ou de Windows 10, et que les utilisateurs puissent jouer un peu avec l'un ou l'autre et choisir une fois pour toutes quel OS ils veulent, et donc ça leur permettrait de vendre du matériel Microsoft à des gens qui sont fans d'Android. Donc on lisait, ouverture une fois de plus. Mais mieux que ça, hein, ils ont aussi décidé de créer des ROM pour des appareils Android pour pouvoir y mettre Windows 10 aussi, donc ils jouent un peu sur plein de tableaux, et c'est, comme tu le dis, l'ouverture. Mais Microsoft a toujours été extrêmement bon, de mon point de vue, en hardware. Oui. Hein, voilà, c'est du matériel Microsoft. Ma souris, c'est du matériel Microsoft. Et ça, c'est des trucs qu'ils font avec une ergonomie pour moi incroyable. Personne n'arrive à taper sur ce clavier à part moi au bureau. mais ce truc est incroyable. Ils font ça depuis 20 ans. Non, ils ont de bons produits. Mais ici, ce que moi je note et je retiens, et en guise de conclusion en tout cas sur ce chapitre, c'est que si Microsoft redevient cool, entre guillemets, c'est vrai que ça devient un petit peu palpitant. On retrouve certains émois. Mais il faut voir la conférence, il y a les gens qui applaudissent comme une conférence. Comme à toutes les conférences, aux États-Unis, vous faites une réunion Tupperware, ça applaudit aussi, hein, soyons clairs. Ils sont en train de redevenir cool aussi. Oui, c'est cool. Effectivement. Bon, allez, on passe à la suite parce que non mais on passe à la suite. Je sais plus où je suis. On est à Xavier, hein, qui va nous parler de malware, parce que dans la lettre M, il y avait aussi malware. Malware, voilà. Donc Symantec a fait un petit post sur son blog après avoir identifié un malware qui s'appelle Linux Wi-Fetch. Il a la particularité en fait de ne pas être nuisible. Donc c'est assez impressionnant pour un malware. Mais donc ils ont surveillé le malware pendant plusieurs mois et ils n'ont pas détecté d'action nuisible, si ce n'est qu'il s'installe sans que on le souhaite. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un mauvais malware, en fait. C'est un mauvais malware. Et en fait, il va essayer de corriger les failles du système qu'il a infecté. Donc, il va par exemple rentrer dans le telnet et désactiver le telnet pour activer du SSH. Il va recommander aux gens de changer de mot de passe. Il va laisser des messages à destination des employés de la NSA pour leur dire qu'ils doivent suivre l'exemple de Snowden. Et donc voilà, rien de bien méchant. Il recommande plutôt d'améliorer et il patch entre guillemets les systèmes qu'il infecte. C'est plutôt pas mal, Seb, hein, vu comme ça. C'est drôle. Oui, c'est rigolo. Au final. Ouais, c'est ça, quoi. Au moins, ça sert à quelque chose. C'est pas juste pour embêter le son. C'est le Robin des Bois des malwares. C'est ça. Avec son arc, ses flèches, ça va être comique. Allez, on passe à la lettre S. Bouf, un grand bond dans l'alphabet pour arriver à la lettre S comme social. Xavier, on parle de Skype Translator. On a déjà évoqué ce produit ici qui était en alpha et puis en bêta. Qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui ? Voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Donc Skype Translator passe en version finale. Il est disponible sur Windows dès à présent. Et en gros, c'est une technologie développée par Skype qui permet quasiment en temps réel à deux personnes qui parlent une langue différente de se comprendre. Donc c'est un petit peu comme si on avait un interprète à côté de nous. On dit une phrase, le système va répéter la phrase et l'écrire sur l'écran pour se faire comprendre par son interlocuteur. Donc c'est vraiment sympa, ça a l'air assez efficace. Ça se base sur du machine learning, donc ça veut dire que au plus on va l'utiliser, au plus ça va être efficace. Et donc voilà, c'est mon petit coup
mon petit coup de cœur de la semaine. Bah, c'est bien, comme là aussi Xavier, Seb, on avait parlé de ce machin-là, on avait même un peu rigolé, parce que c'est vrai que ça peut conduire à des situations cocasses, hein, parce que ce qu'on avait vu, les traductions, c'était quand même pas top, si je me rappelle bien, Seb. Eh ben, je ne sais pas, je n'ai pas encore pu essayer la version finale. Ah ben voilà, comme les versions précédentes faisaient genre, je ne sais plus si c'était du français-allemand ou des trucs comme ça. Oui, c'était très bizarre. C'était très... Ou français même, il y avait eu ou du espagnol. Donc, pour le moment, ça ne fait pas partie de mes besoins, donc je ne l'ai pas encore essayé. Non, mais c'est bien de savoir que ça existe et ça peut élargir le monde, etc. Ah oui, mais je pense à des gens qui ne connaissent pas leur famille au bout du monde, qui veulent tisser un lien avec eux. Par exemple, tu peux parler avec ta femme. Nous ne parlons pas la même langue, mais nous avons Skype. On reste à la lettre S bien sûr, mais on reste chez Seb justement pour parler de Facebook qui engage les gars de Endaga. Il faut me rappeler ce que c'est, Seb. Ah, écoute, tout est dans la photo. Je vais la chercher. Ma superbe photo, donc c'est le monsieur dans son arbre perché en train d'attacher une petite boîte. Oui. Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ? Alors lui, c'est juste un Africain dans le village, je sais plus où, et donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent des petites boîtes que tu vas attacher dans un arbre au-dessus d'un poteau ou que sais-je, et grâce à ça, tu crées ton réseau téléphonique. D'accord. Voilà, et puis tu as les petites cartes SIM, tu mets dans tes téléphones et tu es toi-même ton petit opérateur local. Bon, mais alors c'est pas en Belgique que tu vas faire ça. Non. Je pense que l'IBPT, donc l'organisme qui gère les fréquences chez nous, d'ici demain matin, il serait là en train de démonter ton antenne. Mais dans des zones reculées comme en Afrique, effectivement, et à l'endroit où il y en a pas, ils disent c'est pas mal de pouvoir créer leur petit réseau. Et comme pour le moment Facebook est en plein dans le mood d'amener Internet partout, ils se sont dit ça y est, on va reprendre les gars, ils ont une bonne idée et on va les amener chez nous. Donc fondateurs, cofondateurs, etc. Ils ont tous rejoint le bateau de Facebook cette semaine. C'est fou, hein. Ça bouge beaucoup pour ça bouge beaucoup de ce côté-là. L'intérêt, il y avait encore il me semble une interview qui a circulé sur Facebook de Mark Zuckerberg qui en parlait longuement de cette idée d'installer Internet partout, enfin d'installer Facebook partout. Il ne faut pas être dupe non plus. C'est un peu ça l'idée. Hein. Cette semaine, ils ont aussi annoncé un partenariat avec Eutelsat pour apporter Internet dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc Eutelsat, c'est des satellites qu'on a chez nous aussi, hein, mais je pense que c'est d'autres qui sont au-dessus de l'Afrique, parce qu'ils couvrent à chaque fois qu'une partie des continents. Donc ils sont en plein dedans, ils investissent à mort dedans, et bon, ils ont pas tort, hein, on a besoin d'Internet partout pour la connaissance et pour le commerce. Hein. Là où ça bouge aussi, c'est dans tout ce qui est technologique de manière générale, les startups. Je dis ça parce que je voyais encore à la télévision française, pas plus tard qu'aujourd'hui, je rappelle que nous enregistrons le jeudi, le patron de Cisco qui disait que pour lui, la France était la nouvelle Silicon Valley. Alors, même le journaliste en face de lui est tombé de sa chaise. C'est assez particulier. Et puis après, on apprend que Twitter ferme ses bureaux à San Francisco. C'est pourquoi ? Pour les ouvrir à Paris, c'est... Non, normalement ils devaient déménager pas loin c'est chez Uber, Square et compagnie. Et finalement ils ne le font pas, probablement parce que financièrement c'est pas forcément la grosse gloire pour le moment, et la croissance est plutôt lente, donc c'est pas l'éclate. Et en même temps, parce que retenez ce que j'ai dit, hein, donc ils devaient déménager près de Uber et Square, et ils ne le font pas, hein, donc Uber et Square. Et en même temps, c'est la deuxième partie de l'actualité sur Twitter, c'est que Jack Dorsey est maintenant officiellement le CEO de Twitter. Alors il était à l'intérim. Hein il était à l'intérim parce que l'ancien était out. Et en fait, qui est Jack Dorsey, hein, c'était un fondateur de Twitter. Et donc il reprend les couronnes de la société, hein, c'est pour la première fois qu'il est à la tête. Mais on avait plutôt pensé qu'il ne resterait pas très longtemps à d'intérim et qu'on trouverait une autre tête, parce que en même temps il est CEO de
Square. Ah, voilà. et voilà, et il a adressé plusieurs tweets en disant ben non, vous avez vu, ça fait 3 mois, maintenant j'arrive à très bien gérer les deux sociétés, et j'ai une bonne équipe, ça se passe bien, et donc je reste. En gros, plus ou moins. Donc voilà, ça va bouger un peu chez Twitter. Oui. On se demande ce que va devenir cette société à un moment donné, hein, parce que très honnêtement, c'est difficile. C'est compliqué. Enfin, on voit que ça fonctionne, que les gens l'utilisent. Il y a même de plus en plus, sans doute, de monde qui l'utilise. Mais la difficulté de monétisation. Mais la monétisation de ce machin, c'est un futur MySpace, quoi. J'imagine. C'est difficile. Ça va être compliqué. Donc là aussi, comme on a l'habitude de le dire, une affaire à suivre. Mais il y en a qui vont mourir. Hein. Oui, à suivre. Que ce soit à suivre ou pas. Foursquare. Oui, aussi, par exemple. Ça, on en a parlé la semaine dernière. On a déjà tué Foursquare, nous c'est déjà fini. Xavier, on revient chez nous avec une bonne nouvelle finalement pour une société belge, une start-up belge qui s'appelle Soft Kinetic, qui faisait, comme j'ai l'habitude de le dire, Kinect avant Kinect, et donc qui se fait racheter par Sony. Voilà, donc c'est une brève, donc c'est la société Soft Kinetic, donc qui est spécialisée dans la reconnaissance de mouvement, qui s'est fait racheter suite à c'est une annonce de Sony ce jeudi. Donc Sony rachète cette société belge, et ils ne vont pas seulement exploiter leurs compétences actuelles, mais ils vont les intégrer dans la division imaging, peut-être pour travailler sur la conception de capteurs pour les appareils photo et les smartphones notamment. Oui. On parle aussi de plus en plus d'ailleurs de reconnaissance gestuelle à bord des voitures. Certaines voitures de luxe auraient ce genre de fonctionnalité, plutôt que de devoir tendre le bras parce que c'est vraiment fatigant de tendre le bras, de pouvoir faire comme ça. Il faut garder les mains sur et puis je sais pas très bien comment ça va se passer, mais bref. Donc là aussi il y a du business à faire apparemment. Donc voilà, un produit belge qui se fait racheter par un gros poisson comme Sony, même si Sony ne se porte pas toujours très bien ces derniers temps non plus, ça reste quand même plutôt sympathique. Seb, qu'en penses-tu? Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses pour Soft Kinetic dans les produits Sony. J'espère que ça restera malheureusement pas cantonné du coup à la marque Sony, parce que c'est con, il y a une bonne techno derrière, et ça pourrait être utilisé dans plein d'autres produits. Donc ils étaient quand même 77 les gars, je pense. Donc il y a 77, ils ont deux emplacements. Ils ont ici à Bruxelles, pas très loin de ce studio-ci en fait, et un autre, je pense, du côté en Californie, mais je sais plus où exactement. Mais Sunnyvale, je pense, non? Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est. Ils prennent pas les bureaux de Twitter. Allez, on passe à la lettre T, si vous voulez bien. T comme troll, peut-être, Seb. Moi, j'ai lu un peu la news, donc je sais de quoi il s'agit. Mais est-ce que la cuirasse du logiciel libre ne serait pas en train de s'écailler quelque peu? C'est la question que je serais tenté de poser. Alors en tout cas, le noyau Linux... Lui est en train de peler. Il a perdu, on va dire, un petit peu de sa féminité. Ben oui, c'est ça. Oui. Alors ça dépend sur les photos, hein, sur la féminité. La photo que l'article... pas de sexisme gratuit, s'il te plaît. Pas ça. Mais justement, c'est justement ce qu'elle combattait. D'accord. Et c'est pourquoi elle se casse, parce qu'elle considère que... Alors comment s'appelle cette jeune fille? Parce qu'il s'agit d'une jeune fille, soyons précis. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Sarah Sharp, et c'est une employée Intel. Ouais. Et alors elle s'occupe au niveau du noyau Linux de travailler sur tout ce qui est driver pour USB 3, le contrôleur USB 3. Ouais. Donc c'est quelque chose d'important, mais évidemment comme elle vient d'Intel, c'est quelque chose qui est important pour Intel aussi. Ouais. Mais comme elle se rend compte avec le temps que le milieu du noyau Linux est plutôt en dessous de la décence humaine, plutôt brutal et grossier, elle se dit que finalement ce n'est pas un milieu pour des filles fréquentées, et donc elle se casse. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis d'Adrien sur cette question, parce que Adrien, je le rappelle, c'est notre monsieur Linux, hein, notre monsieur logiciel libre de manière plus générale. Est-ce que ce serait un milieu de macho, le milieu Linux? Le milieu de Linux en macho, pas plus je pense que le reste de l'IT, mais le milieu du kernel,
je pense. Alors, il faut savoir, elle a publié quelques trucs, mais elle n'a pas osé pointer du doigt réellement les personnes auxquelles elle faisait référence. Mais tous ceux dans le milieu ont tendance à reconnaître Linus en personne, qui est un verbe assez... voilà, quoi, on va dire. Hein? Et donc ça a choqué la susceptibilité de cette jeune fille. À force, elle se dit que elle n'est pas là non plus pour endurer ça absolument en travaillant plein d'heures supplémentaires. Moi, je crois qu'on peut le comprendre. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'était un peu le troll de la semaine. Ouais, c'est une mauvaise pub. C'est pas une très très bonne pub pour Linus et pour Linux non plus, en l'occurrence. On a rarement des bruits comme ça concernant les autres. Enfin, s'il y avait eu des bruits à un moment donné du côté de chez Apple, il me semble que c'était un petit peu un peu macho aussi à un moment donné, mais ça a vite été étouffé ou camouflé, etc. Mais c'est très rare, hein, ce genre d'informations au sein des entreprises américaines. Apparemment, ils sont beaucoup plus, ils sont très stricts à ce niveau-là. Donc voilà. Allez, on termine ce numéro 49. Avec la lettre W. Et la lettre W, comme d'habitude, j'ai toujours un peu peur parce que je le découvre moi à chaque fois. Cette fois-ci, c'est pas mon tour. C'est le what the fuck de la semaine. C'est le tour de Sébastien. Oh, tu ne me présentes même pas le nom du produit. Bah non, enfin, j'ai l'impression de donner toute l'info dans le titre. Alors, c'est un produit, au moment où je l'ai trouvé, n'était qu'encore à 40-50% fundé sur Indiegogo, et qui, au moment où on vous parle, est à 101% fundé. Donc profitez, il reste que quelques jours avant de pouvoir acheter avant que la campagne soit terminée. Donc un produit qui, là pour le coup, ne va pas intéresser notre camarade de chez Linux, enfin de chez Intel. Quoique, hein, ça veut rien dire. Elle dit juste que c'est un milieu qui est trop grossier et trop dur. Mais ça veut pas dire quelle couche. En l'occurrence, désolé. Quel est cet objet? On devine, hein. On devine. Bah non, c'est un thermos pour moi. Hein. C'est un thermos. Alors effectivement, c'est un thermos à café qui coûte $125 et un thermos virtuel. Et donc un thermos. Si vous avez vu le truc sur Mattel il y a une vingtaine de minutes, avec les images en 3D pour regarder des éléphants, des girafes, etc. Et ben ici, on est plus ou moins dans le même genre de paysage, mais plutôt avec... c'est pas pour y mettre l'œil non plus. Donc, en gros, crash la... c'est un genre de... oui, tu dis un thermos à café, mais c'est un masturbateur et un casque virtuel. C'est l'éjaculateur VR. Ouais. Joli nom. Joli nom quand même, un éjaculateur VR. Honnêtement, pourquoi faire compliqué? même si vous voulez pas acheter le truc, si vous avez 2 minutes, cliquez sur le lien, allez regarder la vidéo du mec. C'est juste à se pisser dessus de rire, parce que tu as des bêta-testeurs du truc et ils filment le visage pendant qu'ils font tourner le machin. C'est juste exceptionnel. Donc voilà, ici on pourrait mettre un petit carré orange ou comme vous voulez, ou blanc, mais voilà, on va déjà se faire éjecter d'iTunes, je le sens. Donc voilà, c'est un gadget là, c'est un fake ou c'est vrai Non, c'est un vrai, parce qu'au final il n'y a pas beaucoup de technologie, tu as juste un casque avec des images en 3D, donc maintenant tout le monde est capable plus ou moins de faire ça, et la seule chose que ce monsieur a réussi à rajouter, c'est que ton masturbateur, ça me fait bizarre quand même de parler de ce genre de truc en public, est raccordé à ton casque pour émettre les vibrations et les mouvements en même temps que tu vois les mains. Ok, donc le retour de force, comme on en parlait. Le retour de force, c'est ça. La boucle est bouclée sur tout ce qu'on a fait. C'est excellent, parce que au début de la vidéo, tu vois des chaussettes qui pendent à sécher. Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup d'humour. C'est particulier, je sais pas si c'était très hygiénique par contre, mais enfin bon, chacun... Ils disent dans la vidéo que c'est très facile à laver. Ne va pas commencer à défendre ce produit, on le fait pas pour Apple, on va pas le faire pour machin. Donc voilà, c'était le what the fuck de cette semaine. J'espère qu'on restera sur iTunes parce que, petite annonce comme ça en passant, je vous signale au passage qu'il y a maintenant également un flux vidéo sur iTunes, en plus de la vidéo, on a rajouté la vidéo, c'était une demande que nous avaient faite certains des gens qui nous suivent sur iTunes, donc en plus de YouTube, vous pouvez également avoir accès à la vidéo dans une qualité très raisonnable, hein, je pense qu'on est dans quelque chose de... Voilà, voilà, moi je l'ai regardé sur ma grande télé, ça fonctionne. Je me suis
reconnu, en tout cas. Donc voilà, c'est un petit truc en plus. On mettra le lien, évidemment. Pour l'instant, c'est encore un petit peu en phase de test, mais ça semble bien partir. Donc on voulait faire ce petit message, ce petit clin d'œil en passant. Merci Xavier d'être venu une fois de plus dans ce studio. Je vais prendre une petite pause maintenant. On se retrouvera d'ici quelques semaines. Merci également à Seb. Et puis, il est en train de se dissoudre. C'est très particulier. Voilà. Voilà, encore une chose que vous verriez si vous aviez la vidéo, mais ne soyez pas frustrés si vous êtes habitué à nous écouter en audio. On est toujours le maximum aussi pour expliquer verbalement tout ce qu'on vous montre. Merci de nous suivre en tout cas, de semaine en semaine. Un prochain hors-série très bientôt, et puis un numéro 50 déjà, qui s'en vient la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.